Et c'est étrange pour moi, c'est froid, c'est glacial, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Et je me souviens qu'il y a un commissaire, qui a une dame qui arrive et qui dit «Ah, c'est la petite fille qui a été violée», mais vraiment, il y a tout le monde, enfin. Et donc la première fois, je suis entendue seule, et la deuxième fois, il faut faire une confrontation avec lui. Bienvenue sur The Realness Podcast, votre safe space pour parler de tous les sujets qui concernent les trentenaires et plus. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Sonia. Sonia, je la connais des réseaux sociaux. Pour mille et une raisons, elle a attiré mon attention et il était super important pour moi d'avoir une belle conversation avec elle. Sonia, bienvenue sur le canapé de The Realness Podcast. Merci Inès. J'espère que tu vas bien. Ça va? Tu es sûre? Oui, très bien. Tu es toute jolie. Merci, toi aussi. Merci. Alors aujourd'hui, le thème, c'est briser le silence, comprendre et lutter contre les violences sexuelles. Tu t'imagines bien la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, Sonia a souvent été active sur les réseaux sociaux autour des questions concernant les violences sexuelles notamment. Est-ce qu'on va d'abord faire connaissance avec toi en tant que personne? Qui est Sonia? Sonia, c'est une femme survivante de violences sexuelles, jeune, qui se bat dans la vie, à faire des choses qu'elle aime, à essayer de faire des choses qu'elle aime chaque jour, qui essaye de s'entourer de belles personnes, voilà, de survivre au milieu de tout ça. Ok. Tu parles de choses que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? J'adore chanter, j'aime beaucoup le vin. Le vin blanc ou le rouge? Le rouge, je suis très rouge. Et j'aime écouter de la musique, donc ça rejoint mon premier hobby. J'adore voyager aussi, Mhm. donc voilà. Ça te dérange de nous dire quel âge tu as? Enfin, j'ai pas encore 30 ans, mais je suis pas très loin. De la trentaine. Ok, on reste dans le thème. Vu Voilà, qu'ici, on parle beaucoup de la trentaine, ouais, pour la simple et unique raison qu'en général, dans notre société, la trentaine est perçue comme une épée de Damoclès, ouais, je surtout pour comprends. les femmes. Je comprends très bien. Est-ce que tu as cette impression, toi, à ton niveau? Bah oui, naturellement, je veux dire que même n'étant pas encore trentenaire, je commence à savoir justement quelles peuvent être les pressions, que les femmes peuvent vivre. Et moi, d'autant plus que j'ai eu des expériences qui m'ont, je veux dire quoi, j'étais un peu comme ça à la société très rapidement, très tôt. Il a fallu apprendre des choses très tôt. Mhm. Donc j'ai eu l'impression justement de devoir porter, certaines pressions sociales un peu plus tôt que la trentaine, même que enfin pas la vingtaine, mais peut-être que 25 ans, voilà, que ces choses-là commencent à être déjà un poids pour moi. Ouais. Et comment tu vis ça, justement? Est-ce que tu réussis à t'en départir ou c'est quelque chose que tu as juste adopté et tu te dis tu fais avec? Non, enfin, non, non, je pourrais pas dire que j'ai adopté ça. Je ne pense pas que la souffrance soit quelque chose qui s'adopte, parce que je pense que l'oppression est une souffrance et on ne s'adapte pas à ça. Je pense que même si à un moment donné, on y reste vautré, parce que parfois on n'a pas de force, parce que voilà, pour des raisons, pour multiples raisons, je pense que, on ne s'y adapte pas. On essaye, tant bien que mal, de pouvoir sortir de là, d'essayer de s'en défaire. Et moi, c'est ça justement ma position aujourd'hui, c'est, que je me retrouve effectivement dans une bataille, de ne pas être, cloisonnée dans les cases où on a bien voulu me mettre. Tout à Voilà. fait. Là, c'est la partie où, justement, on rentre dans le vif du sujet. On a dit qu'on allait parler des violences sexuelles. Ouais. Quand je t'ai connue sur les réseaux sociaux, le nom que tu as, c'est Sonia Survival. Ouais. Why? Survivor parce que, bah, au départ, hein, parce que je mets ce nom-là, je me souviens bien en 2019. Avant, c'était pas ça parce que je pense que j'arrive sur les réseaux sociaux, enfin X notamment, en 2018 et qui était Twitter avant, mais je crois que mon nom, c'est d'abord Sonia Guénon, enfin mon patronyme.
Après, je le change quand je fais, justement ma sortie, concernant mes violences sexuelles et que voilà, j'ai adopté Survivor jusqu'à il y a un peu plus d'un mois où j'ai changé totalement, où je me suis un peu retirée des réseaux sociaux. Alors Survivor, c'est parce que, je passais justement une interview qui avait un lien direct avec les violences sexuelles. Je crois que toutes les interviews que j'ai eu à mener dans ma vie, c'est par rapport à ce sujet-là. Mmh. Et que justement, on nous faisait comprendre que voilà, si on était enfin voilà, les femmes que je rencontre chaque jour qui nous font comprendre que voilà, si on est là, c'est parce on n'est plus victime, mais on est survivante. Donc j'ai dit Survivor, voilà. Je vais pas mettre survivante parce que bon, c'était un peu trop français. Oui, tout à fait et Survivor, Donc ça rend mieux, voilà, j'imagine. donc j'ai mis Survivor parce que voilà, je me disais, ça rentre bien enfin, c'était une ligne éditoriale claire que j'avais Mmh. et que les gens m'avaient connue plus ou moins par rapport à cette histoire-là, donc et que je disais justement dans cette sortie-là que j'étais une survivante et tout ça. Donc oui, c'est pour ça que j'adopte ce nom, OK. exactement. Si tu prends sur toi, de partager cette histoire sur la place publique, Ouais. j'imagine que ça t'a demandé énormément d'efforts, de back and forth avec toi-même ou je sais pas, ton entourage. Mais d'où est-ce que la force t'est venue d'en parler sur, une plateforme comme Twitter à l'époque? Bon, il faut dire que j'étais, très novice, hein, sur la plateforme Twitter. Effectivement, je n'avais pas forcément les mentalités de je connaissais pas quelles étaient les mentalités des gens. Aujourd'hui, je suis bien imprégnée. Hem, J'avais commencé à faire une sortie sur Facebook, Mmh. que j'ai effacée tout de suite après, parce que, il y a eu un manque d'empathie de la part de ma famille. OK. Parce que je l'ai toujours dit, ça a été un peu trop gros parce que je parlais quand même de 4 agressions et enfin, c'est ironique, mais vraiment ironique enfin, je le dis, mais c'est triste Mmh. parce que je me suis rendu compte au fil du temps que j'ai vécu bien plus que ça, Mmh. bien pire que ça parce que voilà, flashback et tout ça, bref, on reviendra dessus. Mais, justement parce que je ne me sentais pas entendue. Mmh. Je ne me sentais pas comprise et il y avait une sorte de rage en moi. Je pense que j'avais besoin de le dire. J'en avais marre de contenir. Je me disais que ce n'était pas normal et je me disais que tant que je ne crie pas ma douleur n'existera pas. Et quand tu es dans une enfin, je parle pour moi, hein, dans une position comme la mienne, on a besoin il y a un besoin, c'est-à-dire que tout le monde a besoin d'attention. C'est vrai que ça a des échelons différents, dépendamment des personnes et des expériences. Mais oui, j'avais besoin quand même qu'on prête attention à ma douleur parce que je me disais que c'était pas normal et je me disais: «Tant que je ne parle pas, ça n'existera pas» Mmh. et pourtant, c'est quelque chose qui, comme je dis tout le temps, nous détruit, change littéralement le cours de notre vie, change littéralement notre personnalité, ce qu'on est et donc il était hors de question pour moi que je reste de marbre par rapport à ça et que j'ai toujours été un peu perçue comme une effrontée et j'ai dit que, bah, mettons ça, «à profit» entre guillemets parce que je me dis que je peux ne pas être la seule, je suis certainement pas la seule. D'ailleurs, quand je décide de parler sur Twitter, c'est parce que je vois une dame qui a fait un thread, enfin, je crois un fil où elle raconte son histoire et je me dis: «Bon, si» je la connais pas, je la Mmh. connais jusqu'à date, je ne l'ai jamais rencontrée et je me dis: «Bon, de toutes les façons, c'était un peu comme un mouvement, hein», enfin, je me dis: «Bon voilà, peut-être que ça peut aider d'autres personnes à en parler». Bah oui, donc moi je fais cette sortie-là comme ça et je ne m'attendais pas parce que j'avais une très petite audience, je crois que j'avais peut-être 100 personnes qui étaient Qui te abonnées à suivait, mon oui. compte, enfin Mmh. voilà. Très vite ça explose parce que je sens bien que c'est un sujet très tabou, mais qui attise énormément de curiosité parce que justement il y a un fantasme qui y est rattaché, qui fait que les gens veulent, voilà, je suis un peu comme une pièce là, on veut venir voir justement quelle est la personne. Donc très vite, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à me suivre, énormément de personnes. Mmh. Ce qui fait qu'à un moment donné même, je me retire quelques jours. Je me rappelle à cette époque-là, j'ai un ami qui part de Douala pour venir me voir, qui me dit: «Est-ce que ça va?» parce que voilà, justement, c'était un peu comme une bombe, Mmh mh. que j'avais lâchée. Donc oui, donc ma volonté de parler de ça, c'était que ça, bah, ça avait trop duré et que de toutes ces expériences très malheureuses pour moi, il y a jamais eu de finalité, enfin heureuse ou conciliatrice ou conciliante pour moi. Mmh. Donc je me disais, «Je vais pas me rendre justice, mais au moins il faudrait que je puisse avoir le cran d'en parler».
OK. Voilà. Avant que tu ne décides justement d'en parler sur les réseaux sociaux, est-ce que dans ton entourage immédiat, tu avais déjà partagé, l'expérience avec d'autres Oui, oui, personnes? ma famille était au courant. Ma OK. famille était au courant, notamment parce que parmi les 4 agressions sexuelles, il y avait un viol incestueux. Mmh. Donc ma famille était au courant, il y a eu des démarches, judiciaires, mais après il y a eu un désistement parce que voilà, quand vous êtes une femme, comme ma mère, est un peu qui croule sous la pression familiale en se Mmh. disant: «Mais voilà, ça va carrément, faire péricliter, la famille et qu'il faudrait qu'on essaye d'arranger ça à l'amiable». Moi j'ai 13 ans, j'ai pas mon mot à dire. Mmh. Heu, donc je vois ma mère qui désiste de la plainte. Mmh. Là, il y a un gros sentiment de solitude Tout à fait. et donc justement, vous êtes une enfant de 13 ans que tout le monde vient voir, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, donc on vous demande de raconter, donc on vous demande de et je pense même qu'à cette époque-là, je ne le vis pas aussi cruellement que ça l'est maintenant, Mmh. mais c'était quand même quelque chose d'épouvantable. Quand tu as une femme, qui, est juste «seule», entre guillemets, avec son enfant, parce que je crois que la seule personne qui se lève vraiment, c'est ma mère, pour porter plainte et donc il y a une grosse pression parce qu'on a peur de l'avenir de la famille et on se dit: «Bon, tu ne peux pas, écoute, on peut bien arranger ça», et donc il y a ma mère qui désiste. Donc là, il y a un gros sentiment de solitude parce que tu te dis que, bon, voilà, la seule personne qui te croyait, qui t'a accompagnée jusque-là, parce que j'ai vu ma mère verte, hein, de colère par Mmh. rapport à tout ça. Et donc après, il y a 3 autres, agressions sexuelles qui suivent, hein. 2 viols et justement des attouchements sexuels, forcés. C'est pas évident. Là, la première, enfin après la scène, il faut dire qu'après la scène avec mon oncle, enfin ce monsieur-là, il y a vraiment une grosse distanciation parce que moi je commence vraiment à me sentir seule et je commence vraiment à créer ce lien de solitude où je suis vraiment dans mon coin, je suis un peu laxiste, dans mes études, ça ne m'intéresse plus vraiment, voilà, je perds vraiment tout le goût que je peux, enfin, il était pas très prononcé non plus, mais tout le goût que je peux avoir pour les études, pour, l'école, donc c'est très compliqué Mmh. et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je commence à me construire, vraiment une facette, parce que j'aime bien être avec les gens, mais j'ai vraiment besoin de mes moments de solitude. Donc il y a 2 autres agressions sexuelles d'un professeur et d'un prélat. Mmh. Hem, mais je n'en parle pas parce que venez après, un viol où vous aviez 13 ans, où les gens vous ont plus ou moins abandonné, où on a même voulu vous faire croire à un moment donné que vous racontiez des histoires. Parce que, justement, il y a le syndrome de Stockholm qui arrive et moi à un moment donné, je cherche un peu mon oncle parce qu'il est pour moi un gros point d'interrogation. Donc à la suite, de cette, agression, de la part de mon oncle, il y a justement, comme je dis, le désistement de tout le monde et justement il y a une grosse solitude qui s'installe en moi. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment être seule. Mmh. C'est pas aimer la solitude, mais c'est de se dire qu'il y a personne, avec toi. Et c'est à ce moment que je pense, hein, que j'ai pris conscience du fait que, ma vie là, c'est moi toute seule. Donc après mon oncle, il y a 2 autres, agressions sexuelles, prof, dans l'école que je fréquentais et un prélat et j'ai tellement peur d'en parler parce qu'on ne m'a pas cru puisque, justement, il y a cette recherche d'oncle, avec ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm. On veut toujours le voir, voilà, parce que justement pour nous c'est un peu un mystère, c'est des choses qui sont, heu, voilà, vraiment, étranges, Mmh. que justement on a envie on est vraiment en immersion dans la curiosité. Hem Et je n'ose pas le dire. Je n'ose pas en parler à ma famille, ça je le garde pour moi. Je le garde à tel point que lors de l'agression sexuelle avec le prélat, je dis à ma mère que j'ai été agressée. Parce que je suis rentrée, je me souviens de ce soir-là très tard chez mes parents et je saignais,
vraiment comme un animal qui venait de passer à l'abattoir, mais je n'osais pas dire. J'ai dit que j'avais été agressée. Mmh. Et on me conduit à l'hôpital. On voit bien justement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est ce jour-là que je découvre la pilule du lendemain d'ailleurs, la toute première fois de ma vie. Hem, on m'en donne une et puis on me met sous ARV pour éliminer un risque Éventualité, ouais. voilà, d'infection potentielle et tout ça. Et c'est quelque chose qui, moi, me chamboule parce que justement les médicaments me fatiguent. Je mets un bon moment sans aller à l'école. Je suis à la maison et pour moi, j'entends ARV, je me dis: «Bon, voilà». Enfin, je veux dire, c'est des choses qui arrivent comme ça. Mmh. Vous avez 13 ans et on vous impose, enfin 14 ans parce que c'était un an après, on vous impose ça. Vous vous dites: «Mais dans quoi est-ce que je me trouve?» Moi, je savais que les ARV, c'était justement pour les personnes qui étaient malades. À un moment donné, j'ai même pensé que j'étais malade. Mmh. Sauf que justement, il y a pas vraiment de communication avec ma famille parce que ma mère finit par se rendre compte que justement, mon agresseur, puisque ça en est un, n'était pas inconnu comme je le laissais croire. Mais c'est parce que je ne voulais plus, je fuyais justement, cette, concentration qu'il y avait eu, sur moi par rapport au premier. Je ne voulais plus justement me retrouver au milieu de tout ça, d'autant plus que justement mon caractère avait beaucoup changé. J'étais devenue un peu agressive aussi, j'étais devenue très insolente. Vraiment, il y a eu une rébellion Mmh. qui s'est installée en moi et donc la relation avec ma mère, mes frères, a complètement, explosé. Mmh. Donc j'étais vraiment un peu, dans la paria, si vous voulez et hem et voilà, donc il fallait se créer une place dans le monde, en ayant justement le sentiment d'être seule comme ça et donc justement, il y a justement une agressivité qui résulte de tout ça. Et sur le plan sexuel aussi, il y a eu, beaucoup de troubles de sexualité parce que justement il y a, comme je dis, c'est un questionnement perpétuel, hein, qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Un trouble, de la sexualité parce que tu te dis, «De toutes les façons, je ne sers qu'à ça». Donc justement, il y a justement ce que les gens appellent une débauche parce que je vois justement des jeunes filles aujourd'hui qui sont traitées de débauchardes, Mmh. hein, de filles faciles, de filles légères. Sauf que les gens, ils ont des combats qu'ils Mmh. sont en train de mener, que les gens ne connaissent pas et c'est pour ça que je suis un peu une ayatollah de la bienveillance parce Mmh. que je me dis qu'il y a pas de raison que je juge sans connaître Mmh. et que même si je connais, j'ai pas de raison de le faire, voilà. Mmh. Donc voilà, il y a justement un questionnement sur ma sexualité, il y a une identité que je me crée par rapport à ça parce que je me dis que voilà, justement ma vie a été enfin une bonne partie de ma vie a été concentrée autour d'une question sexuelle mais qui reste très taboue quand même. Mmh. Et donc justement, il y a un questionnement, il y a une recherche de je ne sais quoi dans le sexe, qui me donne une impression justement, et figure-toi qu'on est en train de parler d'une pré-ado de 14 ans, hein. Mmh. Heu, donc très tôt, je commence à me demander: «Mais c'est quoi tout ça exactement? Est-ce que je ne suis vouée qu'à ça? Est-ce que je ne vais pas, voilà, m'y mettre, voilà, de façon, donc moi, j'avais plus vraiment de recul. Ma vision, sur les hommes a complètement changé et par rapport aux hommes, je me suis considérée aujourd'hui enfin, je le dis aujourd'hui, mais j'étais vraiment objectifiée. Moi-même, je me suis objectifiée. Mmh. Voilà, je me suis dit: «Je ne peux pas être sujet, vu comment les gens viennent, ils prennent et partent. Donc moi, je me substitue à ça, à Mmh. l'objet». Il y a pas de raison que je me considère comme plus que ça, parce que de toute façon, à côté, il y a justement comme je dis, des tensions familiales qui font que, voilà, on est quand même avec des personnes qui n'ont jamais entendu parler ou bien qui n'en ont pas encore été, spectatrices comme ma famille l'a été. Donc voilà, dans le tohu-bohu de la compréhension, d'essayer d'avoir un enfant droit, voilà, il y a des paroles blessantes qui arrivent et voilà, vous êtes traité de pute, de machin par les membres de votre famille. Vous êtes pris avec beaucoup de recul et de circonspection, par rapport aux membres de votre famille, donc c'est très, très difficile parce que vous savez que vous êtes regardé différemment et à 14 ans, quand vous êtes, une pré-ado qui est regardée, ça compte le regard des gens. Bien sûr. Ça s'inscrit le regard des gens et je pense qu'aujourd'hui le regard des gens demeure encore et je ne pense pas que si le regard des gens ne comptait pas, peut-être que je veux à un moment donné que les gens comprennent, oui, qu'ils sachent que voilà, le viol, ça peut détruire et tout ça. Mais c'est parce que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui encore, je pense que c'est important le regard que les gens peuvent porter sur moi et que c'est peut-être pour ça, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'accepte de parler de ça. Parce Mmh. que je me dirais, donc peut-être que les gens, ils seront plus bienveillants. Je le dis, mais
c'est vraiment quelque chose que je fais à cœur ouvert, hein, de dire que voilà, le regard des gens compte et que justement ce que les gens pensent peut me détruire parce que ça m'a détruit. Parce que de venir me dire à 14 ans que j'étais une pute et tout ça là, moi ça a compté parce que c'était des Et ça personnes qui continue de comptaient. compter. Voilà, exactement. Aujourd'hui, enfin, peut-être un peu avec un peu moins d'intensité, Mmh. mais ça demeure. OK. C'est-à-dire que voilà, dans mes relations interpersonnelles et tout, ouais. Si on essaye de revenir, parce qu'on va rentrer dans les détails d'un moment à l'autre, Oui, non, bien sûr. j'ai essayé de repousser ce moment-là parce que j'essaye de me mettre à ta place. J'imagine à quel point ce n'est pas évident de revenir sur ce genre de détails. Mais si tu reviens quelques années en arrière, avant tes 13 ans, avant justement ce qui s'est passé avec lors de ta première agression, tu étais quel genre d'enfant? C'est une question qui me... Aujourd'hui, je n'arrive plus à y répondre de façon très claire parce que avant mes thérapies, parce qu'il y en a eu, il y en a encore. Avant mes thérapies, je voulais vous dire que j'étais une enfant joyeuse, j'aimais les gens. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, je me rapprochais tout le temps des gens. Il n'y avait pas de limite pour moi. Voilà, j'aimais écouter aussi les conversations d'adultes. Enfin, d'adultes, c'était pas forcément des conversations perverses ou sexualisées, hein, mais vraiment me dire que. Sauf que dans la foulée de mes thérapies, je me suis rendu compte que plus tôt, j'ai eu un flashback d'attouchement que j'ai vécu à 8 ans OK. par un cousin. Donc j'ai Mmh. eu des flashbacks qui sont revenus quand j'étais déjà adulte, hein, Mmh. ça fait 4-5 ans et je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui quel est vraiment l'enfant que j'ai été. Je ne peux pas Tu as l'impression que ton enfance est comme chamboulée, Oui, j'ai tu n'arrives l'impression plus que à... je vis par substitution. OK. Parce que quand tu te rends compte que tu as été, à 8 ans déjà touché sexuellement, lui, le cerveau a une information et donc il régit effectivement, ton comportement, voilà, peut-être les psychologues seront ou les psychothérapeutes seront mieux aguerris peut-être pour, nous éclaircir davantage sur la question. Mais c'est ça. Mais ce que je sais d'emblée, c'est que j'étais une enfant qui n'avait pas de limites. C'est-à-dire que je jouais avec tout le monde, j'étais curieuse, j'étais très, très observatrice. Ça ne m'a pas quittée aujourd'hui. J'observe énormément ce qui se passe autour de moi. Et vraiment, j'étais toujours un peu en train de tout questionner. Mais vraiment, j'ai toujours tout questionné. OK. Si on revient donc à la première agression, Oui. est-ce que aujourd'hui tu es capable de te remémorer comment est-ce que ça s'est passé? Très exactement. Je pense pas que ces choses-là nous quittent. Pour vous dire à quel point je me souviens exactement de ce que j'avais mis à 8 ans quand j'ai été touchée par mon cousin. Oui. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont calquées et quand elle décide de revenir, elle revient de façon très violente. Donc oui, alors c'était à Douala. J'étais venue avec mes frères et sœurs, oui, pour le baptême de mes cousines. Et on est vraiment dans la foulée un 7 août. Et c'était un dimanche. Et on est en train de festoyer. Et puis, je sais pas, je me blesse le doigt. Vraiment, ça part d'un fait très banal. Et ma cousine voulait que j'aide à faire un peu de nettoyage, à nettoyer la vaisselle. Enfin, une de mes cousines qui prenait son sacrement. Et je lui dis non, mais moi, je me suis blessé le doigt. Et elle prend ça pour un caprice et elle me gronde. Elle parle vraiment, elle hausse vraiment le ton sur moi. Et moi, je me mets à pleurer parce que voilà, j'étais un peu une fiotte. Je me mets à pleurer et je sors en pleurant et je vois ce monsieur-là qui me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc je lui raconte que non, mais voilà. Il me dit non, mais viens, on part, que tu te reposes et tout. Donc je pars avec lui dans la voiture. Il me dit non, on va faire un tour, que tu te calmes. Je pars avec lui et je me rappelle que son épouse est là. Dans la voiture? Non, au portail, quand on est en train de partir. Donc elle nous voit partir. Et on part avec un de ces gamins de 4-5 ans à cette époque-là. On arrive chez lui et il est couché dans la chambre, il dit il se repose un peu et moi je suis au salon avec le petit. Et à un moment, il m'appelle dans la chambre et il me dit bah viens un peu me masser le dos parce que j'ai très mal au dos. Donc moi j'y vais quoi. Enfin, il me dit non, descends plus bas, descends plus bas. Enfin, descends plus bas, je comprenais pas, mais je suis vraiment à la limite entre son dos et voilà. Et il se tourne et il me tient avec une véhémence.
mais vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Mmh. Hem, avec une véhémence, mais tellement folle et il me demande: «Est-ce que tu es vierge?» Je lui dis: «Oui». Il me dit: «Je veux vérifier» et je lui dis: «Non» et là, il y a juste des larmes qui commencent à couler. Je lui dis: «Non, s'il te plaît» et là, je crois enfin, pas que je crois, il y a une pénétration digitale Mmh. qui se fait, je ne sais plus pendant combien de temps, mais c'était trop long déjà. Enfin, peu importe le nombre de temps que ça a duré, ça a été très long et hem et il ne me lâche que quand il y a quelqu'un qui toque à la porte. Je crois que c'était un autre de ses fils qui était parti de la fête pour venir chercher quelque chose. Moi, je suis dans la chambre en train de m'habiller, vite fait et j'ai peur, je tremble, je me demande: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer?» et son fils, repart et il me prend dans ses bras, il me dit: «Tu n'en parles pas, c'est notre secret à nous 2, de toute façon si tu en parles, tu en mourras». Donc c'était ça. Moi, je savais que j'allais mourir si j'en parlais. Mmh. Et je me souviens que je crois que son fils a eu un bobo, donc il est allé me redéposer comme si de rien n'était, ce soir-là, sur le lieu des festivités. Et il est parti à la pharmacie avec son fils parce que je crois qu'il s'était fait un bobo. Et moi, je suis revenue à la fête et j'ai essayé de rire avec tout le monde comme si de rien n'était. J'en ai parlé à personne. Personne n'a rien remarqué. On a dit, enfin, je crois que comme j'avais un peu boudé, quand je suis revenue, je crois qu'il y a une cousine qui m'a narguée en disant: «Ah, la star est revenue». OK. Mais j'ai rien dit, quoi. Je suis juste montée, je me suis changée, j'ai pris une douche, je me suis changée, je suis descendue, j'ai dansé Mmh. un peu et puis je suis remontée dormir très tôt. Et comme on savait que j'aimais beaucoup la fête, que j'aimais bien danser, mais je crois que mes cousins, à un moment donné, se sont interrogés sur le fait que j'aille dormir si vite, voilà. Mais bon, pas plus que ça. Donc le lendemain matin, on s'est réveillés, enfin, il y avait et jusqu'à ce que je rentre sur Yaoundé. Il revient à Yaoundé. À cette époque-là, mon père m'avait offert un téléphone, heu et je crois que j'avais même déjà ce téléphone quand j'étais ado, là, je me rappelle plus très bien. Il m'appelle. Il m'appelle, il me dit: «Où est-ce que tu es?» Je me rappelle, j'étais allée au collège, parce que c'était déjà la rentrée, on était le 29 août, la rentrée devait être dans une semaine plus tard et il m'appelle, il me dit: «Où tu es?» Je lui dis: «Bah, je suis, à l'école en train de récupérer ma tenue de classe, hein, et tout ça». Et il me dit: «Bah, retrouve-moi au centre-ville». Bon, j'y vais Mmh. et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu veux, en fait?» Et je sais que dans l'environnement dans lequel on se trouvera, on me dira enfin oui, de toutes les façons, c'est des remarques que j'ai toujours eues. «Oui, toi, tu allais où quand tu savais qu'il t'avait déjà fait ça?» Mais enfin, allez interroger les psychologues, ils vous Mmh diront, mh. enfin. Donc j'y vais et dans la voiture, il y a eu un autre viol, donc il a garé, en contrebas d'une route, qui était un peu désert et voilà, il y a la deuxième agression par ce monsieur. C'était en pleine Oui, journée. oui, il devait être, 14 heures ou 15 heures. Il y avait du monde qui Non, pas passait. dans cette route-là. Il a choisi un endroit désert. Oui. OK. Et et après je rentre chez moi. Je rentre chez moi, il me dépose quelque part, je prends un taxi, je rentre chez moi et ma mère me demande: «Mais tu viens d'où?» Parce que depuis le matin, enfin, je lui dis: «Bah, il y avait quelque chose, il y avait une manifestation à l'école, donc je suis restée pour ça». OK et je garde ça jusqu'en jusqu'en décembre, hein, de cette année-là où je Entre-temps, tu n'as pas de changement si, physiologique? enfin, il y a beaucoup de changements parce que oui, pour revenir là-dessus, il y a beaucoup de changements. Déjà mes notes, périclitent là. Mmh. C'est-à-dire que déjà j'ai jamais été une très, très grande fan d'avoir des 16 sur 20 machin, donc je me contentais vraiment de peu Mmh. et donc il faut pas que je vienne vous dire que j'étais très intelligente et qu'après machin et tout. Non, mais j'avais quand même, une limite qui a été, totalement, voilà, Brisé, oui. brisée, voilà mais ma mère ne comprend pas mes notes. À un moment donné, on se dit que c'est mon téléphone et elle me confisque mon téléphone ce soir-là et elle me demande, elle voit bien les messages du monsieur parce que le monsieur m'en envoyait
Et il me disait que voilà, si tu veux pas mourir, il faut que tu... Il me disait pas ça dans les messages, mais quand il m'appelait, parce qu'il Mhm. m'appelait souvent très tard le soir, il me dit, mais si tu veux pas mourir, tu sais, il faut que tu m'envoies des messages comme ça, il faut que tu me dises ton... Enfin, moi, je le faisais. Mhm. Et moi, mes parents, ils voient ça, mais ils connaissent pas toute la logistique qui est mise derrière pour que j'arrive à produire le résultat d'un message comme ça, où je dis à quelqu'un parce qu'ils savent pas qui c'est. Mhm. Et donc, on sort mon listing d'appels, on se rend compte que c'est lui. Et puis, je pense que la première personne à qui j'en parle, c'est ma sœur, ma grande sœur. Et je lui dis, je pense que comme je t'en parle là, bah, je vais mourir bientôt parce que voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Mhm. Et donc, je crois qu'elle en parle à ma mère. Mhm. Et c'est comme ça que voilà, ça explose. Je rentre des classes un samedi parce que nous, on allait à l'école jusqu'à samedi. Et je rentre des classes un samedi et c'était en novembre. Et je tombe sur ma mère qui est avec ma tante, qui me prennent dans la chambre, qui me demande est-ce qu'il y a un homme qui t'a déjà fait des choses et tout. Et là, je vois ma sœur arriver à la porte. Et je la regarde et je fonds un larme. Et cet après-midi-là, il y a mon père qui rentre, qui est très colérique. Je ne comprends même pas pourquoi il est en colère contre moi. Il me demande de ne pas lui adresser la parole, de ne pas lui parler, de ne rien lui dire. Je pleure parce que voilà, enfin, c'est quelque chose d'effroyable pour moi. Mhm. Et donc oui, et c'est comme ça qu'après, il y a les plaintes, tout ce qu'on veut. Mhm. Bon, tu as dit tout à l'heure que c'était un oncle, mais est-ce que c'est un direct, Non, un pas ami de vraiment. la famille? Non, pas un ami de la famille, mais c'est vraiment le beau-frère. Voilà, donc. Mais ça restait très familial pour Mhm. moi, quoi, parce que je n'ai pas une autre appellation de ce Mhm. monsieur. Je comprends tout Donc il y à a fait. certainement une alliance quelque part qui nous lie. Donc oui. Donc Mhm. voilà, c'est pas directement, mais ça reste quelqu'un qui avait une figure paternelle pour moi. Qui était une figure paternelle. Avant l'événement, je veux dire le tout premier événement à Douala, est-ce que c'était quelqu'un que tu avais souvent l'habitude de Oui, oui, fréquenter? tout à fait, parce que l'année d'avant, je vais à Douala toujours, parce que j'aimais beaucoup mes cousines, hein, chez qui j'allais, je les aimais beaucoup, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et j'aimais bien y aller, parce que voilà, puis c'était dans une autre ville. Et cette année-là, l'année d'avant, j'y vais, et on décide de faire une semaine chez chacun des tontons et des tatins, un peu comme ça. Et on passe une semaine chez ce monsieur, l'année d'avant. Et la première fois, je vois vraiment le papa gâteau. Il nous amène à la boulangerie, on prend tout ce qu'on veut, on est vraiment très à l'aise. Il y a plein d'enfants, donc voilà. Mais il me fait un bisou sur la bouche un soir, ce que je trouve un peu étrange. Et je demande à mes cousines, je m'en souviens, mais est-ce que il a l'habitude de faire ça? On me dit, mais oui, il fait ça à tous les enfants, lui, il nous fait des bisous sur la bouche. Je me dis, bon, ok. Donc en fait, tu n'étais pas la seule. Je ne sais pas. À date, je ne sais pas. Je sais que je ne suis pas la seule à qui il a fait un bisou sur la bouche, mais je ne sais pas. Je ne sais Qu'il pas. allait plus loin Je ne sais avec pas. les autres. Oui, je n'ai jamais interrogé ça. Et donc, oui, je passe une semaine chez lui, il se passe pas, c'est un bisou sur la bouche, un ou deux, je sais plus. Et puis, l'année d'après, quand il me voit, il me dit, ah tiens, tu as grandi. Ok, tantôt tu nous parlais du fait que ta mère ait décidé de porter plainte. Toi, à cet âge, tu as 13 ans. Comment tu te sens? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Je comprends que ce qu'il a fait est grave, je comprends qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et mais je ne sais pas, je n'étais jamais rentrée dans un commissariat ou une délégation de police avant. Et quand j'y arrive, bah, on me pose des questions là-dessus. Et c'est étrange pour moi, c'est froid, c'est glacial, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Et je me souviens qu'il y a un commissaire, qui a une dame qui arrive et qui dit ah, c'est la petite fille qui a été violée, mais vraiment, il y a tout le monde, enfin. Et donc, la première fois, je suis entendue seule. Et la deuxième fois, il faut faire une confrontation avec lui. Et comment se passe la confrontation? Bah, la première fois, j'étais avec ma mère et un autre monsieur qui nous avait vraiment beaucoup aidé pour cette procédure et tout ça. Et après, je suis en face du monsieur. C'est dur. C'est dur parce que bah, enfin, c'est dur parce que c'est lui qui est là.
c'est très dur de répondre aux questions, bon. Est-ce qu'il exerce encore une espèce d'ascendance? Il a une certaine ascendance, sorry, sur toi, ce qui fait que tu as du mal Mais à je faire pense que sortir les mots, à oui, mais témoigner? l'ascendance, je veux dire quoi? Elle est automatique. Mmh. Il y a vraiment quelqu'un qui a eu une emprise sur toi à un moment donné et de cet ordre-là, Mmh. bah, c'est normal, je pense. Enfin, c'est logique qu'il y ait une ascendance. Mmh. Moi, je vois le redoutable monsieur en ce moment-là. Et c'est quoi l'attitude, notamment de ton entourage, face à lui, à cette période-là? Je pense qu'il y a enfin, pas que je pense, il y a beaucoup des membres notamment les cousins qui avaient plus ou moins mon âge, qui m'ont demandé si je ne l'ai pas un peu cherché. Ouais, ça, je reçois ça depuis très longtemps. Donc, c'est difficile en tout cas d'être dans cet environnement-là. Et puis après, c'est pour ça que je te dis, quand il y a eu le désistement, c'était effroyable pour moi. J'en C'était ai une pleuré. déchirure. Oui, beaucoup. C'était un abandon. Est-ce que tu t'es sentie trahie? Je me suis sentie abandonnée. OK. Mmh. Et comment tu traverses dans la trahison, l'abandon justement auquel tu fais face? À date ou bien à ce moment? Non, à ce moment-là. Bah, comme une enfant qui a l'impression, de ne pas être aimée. Mmh. Et c'est là que tes notes notamment, elles Oui, mais mes notes, elles chutent depuis après les vacances, après l'épisode, hein. Mmh. Donc je reste dans cette constance de notes qui ne vont pas bien, très longtemps. Mmh. Je crois jusqu'à ce que j'ai mon bac, hein. Ouais. OK. Par la suite, Mmh. il y a, la troisième agression. La deuxième. La deuxième. Oui, parce que mon oncle, c'est la première agression. E Mmh. Avant mon cousin, bien sûr, Mmh. dont je ne me souvenais pas. Mmh. Donc oui, si on compte, avec mon cousin, oui, c'est la troisième. Oui. Oui, donc c'est un prélat Mmh. qui vient. Il y a dans l'école que je fréquentais, c'était une école, Catholique? oui, confessionnelle, et on a ce qu'on appelait des semaines d'évangélisation, et il y a un monsieur qui vient, qui nous raconte, enfin, c'était l'évangélisation, qui nous dit: «Ah mais avant j'étais un bandit, vous savez, machin, et puis j'ai reçu l'appel de Dieu». Moi, je suis dans une sorte de recherche d'écoute et Mmh. d'attention. Je me dis: «Bon, voilà quelqu'un qui a peut-être traversé des choses, qui pourra comprendre, ce que j'ai vécu». Je vais vers lui, je me confie, et bizarrement, il habitait pas très loin de chez mes parents. Mmh. Et donc un samedi après la classe, il me dit: «Écoute, tu peux passer, qu'on parle et tout». Bah, moi, voilà, je fais confiance. Il y a quelqu'un qui est venu nous, vendre un discours, voilà, de quelqu'un de bienveillant qui, voilà, et j'y vais, et j'y vais. Cette première fois, il ne se passe rien. Un autre soir, après les classes, heu, je vais à cette époque-là, j'avais pas encore, d'ordinateur portable propre à moi. J'avais fait une note de lecture pour un devoir, une note de lecture, et je suis allée au cyber pour, voilà, faire des recherches sur le livre et tout ça, et après il m'écrit. Mmh. Il me fait un SMS. Je faisais seconde, il me fait un SMS parce que j'avais pas un téléphone, Android ou quoi que ce soit, donc il me fait un SMS, il me dit: «Bah, écoute, est-ce que tu peux parler passer pour qu'on parle?» Et non, ce soir-là, voilà, il y a eu le deuxième viol. Mmh. Voilà, et 2e viol parce que, je lui ai demandé d'arrêter ça. J'ai eu très mal, Mmh. beaucoup, parce qu'il y a eu des saignements d'ailleurs, et c'est par rapport à cette agression sexuelle-là que je n'avais pas voulu dire à mes parents ce qui s'était passé, parce que je ne voulais pas être perçue comme un aimant à viol ou comme quelqu'un qui, voilà, et bah, voilà, je dis à ma mère que j'ai été agressée par des bandits, voilà, qui l'ont fait et qui sont partis. Mais ma mère est une femme très futée, et elle fait sortir mon listing d'appels et elle voit bien la personne qui m'a écrit à cette heure-là Mmh. avant. Elle l'appelle sans me le dire, elle va le rencontrer. Mais le gars lui dit que, bah, c'est votre fille qui a une aguicheuse, elle est venue chez moi, elle s'est dénudée et machin, et elle m'a demandé de. Donc je crois que ma mère m'a bastonnée ce soir-là. J'ai été beaucoup battue aussi Mmh. ce soir-là. Elle m'a dit: «Mais oui, mais c'est toi la pute, c'est toi qui cherches les gens, c'est toi qui». Donc Est-ce que du coup, elle a assimilé aussi, oui, cette bien sûr, bien agression-là sûr, bien sûr, bien à la sûr. Tout à fait, précédente? oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Il y a eu des liens. Donc
et c'est pour ça que pour revenir sur la 3e agression sexuelle, directement, quand il y a eu ça avec c'était un prof, Mmh. j'avais eu beaucoup de problèmes, avec, tu je m'entendais déjà j'étais seule, il y avait justement cette, comme je dis, ce questionnement de moi-même. Je crois que c'est la première fois, cette année-là que je prends une cigarette. Quand je fais première et je n'ai jamais arrêté Mmh. et je bois beaucoup. Ce soir-là, je bois parce que je me dis: «Je bois, j'ai envie que ça me tue». Mmh. Alors la dose aujourd'hui, je sais qu'elle était pas létale, qu'elle pouvait même rien me faire, elle allait me rendre éméchée ou voilà, à un moment donné, mais moi je me dis: «Mais je vais pas être là, je veux pas vivre ça». J'ai beaucoup d'ennuis à l'école aussi et je bois, c'était vraiment du whisky en sachet là, c'est-à-dire qu'au pire, si ce n'était pas létal, ça pouvait me créer des choses, et donc je bois et je me rappelle que je fais de la marche de chez moi jusqu je vis mes parents, ils vivent en col Bissonne et je Mmh. vais au collège. J'arrive au collège qui se situe en Volier, à pied. Donc je fais toute cette marche-là avec de l'alcool dans le corps, une fille toute seule, j'avais une longue robe, en pagne, toute seule dans la rue, je marche. Il était tard? Il était tard, il était 7 heures du soir OK. et j'arrive, et je me mets à je vois un prêtre qui est là, je me mets à pleurer, je leur dis: «Mais il faudrait que vous m'écoutiez». Il me dit: «Rentre chez toi». Il veut pas parce que voilà, je suis un peu cataloguée comme, un cas Désespéré? voilà, désespéré un peu à l'école parce que ça m'a rendue un peu désordonnée. Enfin voilà, j'avais beaucoup de frasques un peu à l'école et donc je descends, enfin je vais au collège, je vois le prof en question qui est là, qui me dit: «Bah viens, on va». Je crois qu'il a son j'étais ivre. Il me dit: «Viens, on va, que tu te calmes» et puis moi je me suis levée le matin, il y avait un préservatif au pied du lit, voilà. Donc en fait, tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé en réalité, ce soir-là? Non, mais je sais qu'il s'est passé quelque Mmh. chose. Mmh mh. Le Mmh. matin quand je me lève, je sais Mmh. qu'il s'est passé quelque chose. Et lui, son attitude à lui, c'est laquelle? Il est venu, non, il m'a laissé de l'argent sur le truc pour prendre le taxi et quand je rentre chez moi, mon père c'était le lendemain, on savait pas où j'avais passé la nuit. Mmh Mon mh. père me dit: «Tu rentres pas chez moi» et je me rappelle que je passe l'examen, de probatoire, peut-être, 3 semaines plus tard et il me dit: «Non, tu pars de chez moi, tu ne prends rien, tu n'entres même pas chez moi». Donc je crois qu'il y a ma sœur qui me redonne de l'argent à travers le portail de la maison. Elle est à l'étage et je crois qu'elle m'a lancé une pièce de 500 francs et je pars chez ma grand-mère. Mmh. Parce que ma mère, elle n'était pas là. Mmh Elle n'était mh. pas voilà, elle n'était pas dans la ville ce jour-là et je vais chez ma grand-mère et je fais une lettre parce que moi j'aime beaucoup, Écrire? écrire, voilà. Je crois que les choses sortent mieux quand c'est fait de façon épistolaire, donc j'écris et je fais une lettre à ma tante parce que j'arrive pas à l'affronter pour lui dire ce qui s'est passé. Je lui raconte que voilà, je suis ici parce que, il y a tel, tel, tel problème, qui s'est passé. Voilà et donc quand ma mère arrive, voilà, je vis chez ma grand-mère littéralement, je n'ai pas droit à mes cahiers, donc on m'en rapporte mes effets pour aller faire le probatoire la veille et je suis restée chez ma grand-mère jusqu'à ce que les résultats sortent, quoi. J'avais pas le droit d'aller chez mes parents. Et tu obtiens ton probatoire? Oui, oui, sans problème. OK, et c'est une fois que tu Oui, mais de force, je décide de rentrer de force. Il y a un soir où je dis: «Bah, je rentre pas dans cette maison chez ma grand-mère». Je dis: «Mais je veux rentrer chez mes parents. mmh mh. Je veux pas rester là». Donc par force, je crois qu'on m'a littéralement portée, mais je sais pas d'où m'était venue la force, mais j'ai dit: «Je reste pas là» et donc on m'a ramenée de soir chez mes parents. De Mmh. force chez mes parents un soir, il était peut-être 21 h ou 22 h, hein. Mmh. On m'a dit: «Bah, voilà, elle, et donc mon père a attendu, je crois que justement que quand je rentre, les résultats, ils sortent 2 jours après Mmh. et donc mon père me dit qu'il n'espérait pas que je puisse, avoir mon probatoire, bon. Est-ce que le fait que tu aies, réussi ton examen a comme apaisé un peu la tension entre Je crois que le fait que je réussisse mon examen, heu, comme on dit, c'était pas avec, le 10,00, c'était vraiment avec une bonne note mmh. et que ça a entraîné la surprise, en fait et je crois que oui, ça, j'ai des parents qui sont très à cheval sur les résultats scolaires. Je crois qu'on a surtout été aussi un peu dur avec moi, sur ce point-là. Quoique ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. J'ai jamais voué à l'école un amour particulier, mais bon, je me contentais de faire ce qu'il y avait à faire
et je me disais que ce que j'avais suffisait. Voilà, je me disais que tant que je pouvais écrire sans faire de faute, tant que je pouvais m'exprimer convenablement et que je pouvais faire des calculs basiques pour moi, j'avais pas bon, j'aimais la littérature, j'aimais lire, donc voilà, enfin, j'ai fait une série littéraire, donc ça allait. Et donc oui, ça apaise un peu, hein. Voilà, quand, l'école reprend et que mon père a mon relevé de notes, là, je suis déjà en terminale, il me il est surpris déjà par la moyenne qu'il voit et il me dit: «Bah, j'espérais pas», je crois, il me donne même de l'argent. Mmh. Bon, c'est vous dire à quel point je suis déjà un peu, cataloguée, dans ma famille et tout ça, donc il y a une vraie distanciation avec les parents. Il y a justement une grosse frayeur de voilà, il y a une grosse distance en tout cas qui est créée. Donc je passe mon bac sans problème non plus, enfin sans problème, à avoir mon bac, mais avec beaucoup de problèmes. Mmh. Parce que ce que j'oublie de dire, c'est que, si à l'école, on avait un comment je veux dire ça? Un centre d'accompagnement Mmh. pour les élèves, donc il y avait un monsieur qui nous écoutait et je me souviens à cette époque-là qu'on m'impose de voir un psychiatre et on fait une lettre à mes parents et la cellule d'accompagnement demande, à la cellule d'accompagnement rédige une lettre aussi au psychiatre. Il y avait un psychiatre qui était, bien défini, qu'on me demande d'aller voir, donc il lui adresse une correspondance qu'on me remet qui est scellée. Et moi, je rentre chez moi, je me dis: «Il est impossible que je sache qu'effectivement qu'il y ait dans une enveloppe un contenu qui parle de moi et que je ne lise pas». Donc j'ouvre Mmh. et je vois que le monsieur de la cellule d'accompagnement dit dans sa lettre que je crois dû comme faire avoir été violée, donc que je crois avoir été violée. Pourtant, c'était quelqu'un qui m'écoutait depuis, plus de 5 ans. Mmh. Donc moi, je suis blessée, je me dis: «Bon, il raconte des choses pour me faire passer pour ce que je ne suis pas» et donc moi, ça me et mon expérience avec ma première expérience avec le psychiatre a été un peu traumatisante quand même, parce que c'était un monsieur qui n'avait aucune empathie, rien du tout, qui grondait, donc j'ai décidé de ne pas déjà j'avais passé toute la journée avec ma mère là-bas, de 7 heures à peut-être 16 heures. On était parti de là à 16 heures, donc c'était un peu voilà et donc enfin bref, pour revenir à mon bac, quand je passe, mon bac, je vais à l'université et en première année, je suis un peu, tournée vers le cinéma. Et je décide d'écrire à un réalisateur, sur Facebook, qui tournait des films, qui avait le vent en poupe à cette époque-là, vraiment le vent en poupe, qui est camerounais. Et je lui dis: «Bah, moi, je suis bien intéressée par ce qui se passe et j'aimerais bien apprendre en parallèle avec mes études». Et il me dit: «Il y a pas de problème», donc il me donne un rendez-vous à son studio de je sais pas quoi et on regardait le film qui allait sortir, quelques Quelques mois mois après. oui, quelques mois après et à un moment donné, je me retrouve placardée au mur avec ses mains sur ma poitrine, en train de m'embrasser par force et moi je le repousse et je prends mon sac et je fuis, quoi. Donc oui, c'était une agression sexuelle. Mais c'était pas la dernière de celles que tu as vécues? Agression sexuelle, aussi. OK. C'est voilà. Je j'évoque ça parce que tout récemment, encore avant que je ne te contacte, tu as parlé de harcèlement sexuel Au travail, au oui. travail. Oui. Oui, et je pense que ça, c'était le dernier épisode, Oui, c'est ça avant que tu ne décides de t'éloigner des réseaux sociaux, exactement, oui. justement. Oui. Est-ce que ça te dérange de revenir Non, j'ai là-dessus? aucun problème avec ça. Enfin, je postule dans une entreprise en 2022 parce qu'en 2020, j'ai travaillé ici à Douala, dans les telcos. Je suis repartie à Yaoundé parce que j'avais fait une dépression. J'avais fait une tentative de De suicide, suicide? heu et donc je repars chez mes parents, je suis hospitalisée, voilà, et je fais 2 ans sans travailler dans un bureau. Bon, je commence à vendre des textiles, sur internet et tout ça, donc voilà et je suis chez mes parents tranquillement, ça me permet je voyage aussi beaucoup, donc avec hem, l'accompagnement de mon père, qui me paye, voilà, mes voyages et tout ça, donc j'essaye de vraiment me sortir les idées de la tête et je postule en fin 2022 Mmh. dans une entreprise, dans une multinationale, voilà et je suis prise pour être, responsable recouvrement, chargée de recouvrement et je reviens m'installer à Douala, sauf que justement, la personne qui est mon manager au moment de mon recrutement, voilà, commence avec des messages, des attouchements, des invitations dans des lieux publics Mmh. justement, mais il y a des paroles très déplacées
Moi, ce que je n'ai pas dit au cours de cette interview, c'est que, j'ai suivi beaucoup de thérapies, Mmh. énormément. Déjà en 2020, j'ai fait 2 ans de thérapie de 2020 à 2022 quand je suis revenue après ma TS. Donc je vois une psychiatre pendant 2 ans, ça s'est très bien passé et donc quand je repars à Douala et que le harcèlement recommence, je me dis que je suis un peu dans une sorte de prison parce que je ne veux pas perdre mon travail, parce que ça me permet un peu de vivre quand même. Je n'ai pas Pour moi, il n'y a pas une autre raison d'exister que autre que le Que travail, ton travail. que mon travail ou que la chanson. Mais sauf que bon, à un moment donné, il faut se sustenter, il faut vivre, il faut pouvoir payer ses factures. Et donc, c'est quand même très compliqué de faire marche arrière. Donc, j'essaye de supporter et de me dire que voilà, je peux m'en sortir, et que voilà, je vais pouvoir surpasser ça, sauf que non. Tu mets une tenue, il te dit: «Ah mais tu m'excites aujourd'hui», mais il faut tenir face, il faut faire face à ça. Parce que lorsque tu vas dire à ta maman, tu te dis: «Mais écoute, ne pars pas tout de suite, essaie de voir comment ça se passe». Dieu merci, j'ai mon CDI, pas par lui, hein, mais par une autre manager qui vient me le donner. Parce que justement, il y a un organigramme qui est refait dans l'entreprise et j'avais de très bons résultats. Mmh. Donc on me donne mon CDI plus tôt que prévu. Mais après, il s'est avéré que cette femme était aussi un bourreau, mais c'était un peu du harcèlement psychologique, voilà. Et donc je vais au Sénégal en mars dernier et quand je reviens, c'est l'atmosphère est encore plus polluée qu'avant et je me vois passer, je vois les idées, Des d'envie de idées noires, partir oui. qui reviennent et je me vois déjà en train de mettre 2 tiers de mon salaire dans mes psychothérapies parce que je voyais la psy 2 fois par semaine et le psychiatre 1 fois par semaine. C'était pas évident parce qu'il fallait les médicaments et faire la thérapie à côté et je me dis: «Je peux pas». Je veux dire soit c'est ma santé que je préserve, soit je laisse ce travail et donc j'écris ma démission. Je la dépose et il y a des enquêtes qui sont ouvertes donc justement, il y a le catalogue, dans l'entreprise, ça commence à s'ébruiter et tout ça parce que justement, les services d'éthique et compliance reprennent l'affaire donc mais j'ai demandé à partir avant la fin de mon préavis. Mmh. Enfin, on m'a même encouragée à le faire, À quoi. partir, Effectivement, oui, donc tout de suite après, je suis repartie à Yaoundé mmh. et c'est pour ça que j'ai fait cette sortie où je me disais: «Mais je sais pas dans quoi je suis», c'est-à-dire que pour avoir le prochain, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, donc oui, là, en gros, je suis vraiment dans une phase, très sombre Mmh. de ma vie, où je dois accepter et puis il y a autour de ça, justement, le regard, comme je disais, de la famille. Moi, jusqu'à date, les gens ne comprennent pas mes envies de mourir parce que jusqu'à là, on a réduit ça à un besoin d'attention Mmh. et je dis souvent à ma famille, mes parents, mes proches que j'aurais aimé j'ai dit à un ami dernièrement aussi que j'aurais aimé avoir un cancer parce que je trouve que c'est tout aussi grave parce que mais sauf que là, j'aurais eu la possibilité de montrer aux gens que c'est là que ça fait mal. Mmh. Voilà ce que j'ai, c'est-à-dire que c'est visible, c'est connu, mais quand vous avez une maladie où vous ne pouvez pas toucher du doigt, qui paraît abstraite, parce que ça fait mal là-dedans, parce Mmh. que ça voilà, Et c'est très c peu connu c'est de très peu des connu, les gens sont vraiment, plus ou moins horrifiés, hein. Il y a vraiment une réfraction au niveau de l'acceptation de ce sujet-là. On se dit: «Mais tu veux mourir, pourquoi? Est-ce que tu es rentré dans une secte?» Enfin, je sais pour vous dire. Mmh. Est-ce que tu dois de l'argent? Est-ce que tu es tenu par quelqu'un? Tu peux nous dire? Je leur dis: «Mais je suis tenue depuis toute petite par Mmh. des gens qui ont décidé de me prendre ma vie, Mmh. littéralement et je ne trouve pas de solution et chaque jour qui passe, il y a un fardeau qui s'installe, donc tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, quoi. Mmh. Donc à côté de ça, il y a des troubles, liés à la fertilité, machin, syndrome SOPK, tu prends du poids, machin, enfin, donc vraiment il y a beaucoup de combats qui parfois me disent juste que voilà, j'ai juste besoin de D'arrêter. ouais, que ça s'arrête. Donc, on passe à la dernière partie de notre épisode qui s'appelle Au pif. Mmh. Je vais te poser des questions à la va-vite et il faudrait que tu répondes le plus rapidement possible. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la chose qui te fait le plus peur? La mort. La mort? Oui, c'est étrange, je veux mourir, mais j'ai peur de la mort, oui. Ok. On ne va pas rentrer dans les détails, on en parlera une autre fois, mais ok. La chose dont tu es le plus fier? Je sais pas, mes études. Mes études. Tes études. Ok. Ce que tu te souhaites pour l'avenir? Du répit. Tu répètes.
Ça, c'est bien dit. Un conseil pour les jeunes filles qui feraient la toi, de 13 ans? Parler c'est très difficile de dire ça, mais parler, directement. Juste après que ça n'arrive. Oui, enfin, je veux dire, oui. Ne pas garder ça pour C'est très soi. facile de le dire comme ça, c'est très difficile de parler, mais c'est ce que je souhaite. Mmh. Voilà. D'accord. Oui. Et si tu avais un mot pour toutes les personnes qui, manquent d'empathie envers, les victimes de violences sexuelles, ce serait quoi? Je vais vous dire un truc très bête, quoi, la roue tourne, enfin non, mais je veux dire, la bienveillance, enfin, je veux dire, c'est primordial, quoi. C'est signe d'une bonne éducation, c'est signe de voilà, il faut être bienveillant parce qu'il y a pas d'échelonnage de souffrance et qu'on en a besoin un peu, hein, pour être dans un monde un peu potable. Mmh. Donc voilà, je me dis que ce n'est pas normal d'être malveillant vis-à-vis de ces personnes parce qu'elles portent déjà quelque chose de très difficile et je pense que les avis négatifs, on peut les garder pour nous, On peut les franchement, garder pour soi. honnêtement. C'est sur cette belle parole-là que on va mettre fin à notre épisode, notre conversation. Mmh. Je te remercie beaucoup, beaucoup de t'être ouverte à moi, pas seulement à moi, Mmh. mais à tout le monde qui va nous regarder. J'ose croire que, tes paroles, ton expérience, ton partage va toucher quelqu'un et que cette personne-là trouvera aussi la force comme toi de pouvoir partager, ce qu'elle a vécu. Est-ce que tu as un dernier mot? Bah, je voulais te dire merci de m'avoir accueilli ici et que, bah, c'est toujours un peu thérapeutique pour moi de parler et enfin, moi, je me dis: «On n'est pas obligé de faire une sortie médiatique, forcément». Je veux dire, ce n'est pas ça qui rend notre combat valable ou qui rend notre peine, justifiable ou justifiée. Mais je veux dire que si on peut déjà parler à des personnes, autorisées, il y a beaucoup d'associations, il y a un travail vraiment qui est fait au Cameroun avec Mmh. des femmes d'action que je connais dans le métier. Il y a beaucoup donc tournez-vous vers des personnes qui sont bienveillantes à défaut de ne pas en avoir dans votre entourage comme moi et puis voilà, il y a toujours des donc on essaie de s'entourer au maximum des personnes qui nous accueillent et qui se laissent accueillir aussi donc voilà. Moi je suis, un peu désillusionnée ou un peu, dans une période très basse de ma vie où je n'ai pas beaucoup d'espoir en quelque chose pour moi. Mais je me dis que ma vérité n'est pas celle des autres et Mmh. que voilà, il peut toujours avoir quelque chose à sauver par rapport aux autres. Voilà. En tout cas, on te souhaite le meilleur, Sonia. Merci beaucoup. Merci. Merci encore d'être venue Je t'en aujourd'hui. prie.